messieurs, bonjour et bienvenue à cette première édition des Assises nationales de l'œnotourisme. Vous le savez, en 2018, c'est un grand cru pour le vin, mais aussi pour les touristes. 90 millions de touristes sont venus nous voir, dont 10 millions se disent d'abord motivés par la découverte de nos magnifiques régions viticoles. Pour en parler, j'appelle Jean-Baptiste Lemoine, Hervé Novelli, Christian Monté et Paul Dubrul. Sous vos applaudissements, merci messieurs de venir. Jean-Baptiste, vous êtes secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Déjà, tout va bien depuis mardi dernier à Reims? C'est vrai que j'ai fait un before, si je puis dire. J'étais à la rencontre du monde vitivinicole dans la Marne. Et c'est vrai que, eh bien, ça va de soi, ça pétille, et surtout ça pétille d'idées, de projets. Mais je crois que c'est à l'image de tous nos territoires, parce que j'ai pu voir en rencontrant de nombreux prestataires qui sont engagés dans le label Vignoble et Découverte, eh bien, que nous étions bien tous déterminés à rester les champions du monde et avoir un grand nombre de projets qui fleurissent autour de l'œnotourisme. Et je suis ravi de voir que la famille, elle est réunie aujourd'hui, toute la journée. Ouais. Jean-Baptiste, au choix pour l'introduction, au pupitre ou ici, comme vous voulez. Donc un petit mot sur les enjeux de l'œnotourisme, sans oublier la plus belle région du monde, c'est Lyon, m'a-t-on dit, quoi. Ah, je vois qu'il me prend par les sentiments, mais on a de la chance. Il y a énormément de plus belles régions en France. C'est ça qui fait sa diversité, ses facettes, sa richesse, et encore une fois, qui fait qu'on attire eh bien, pas loin de 90 millions de touristes internationaux cette année. Et on espère encore un peu plus dans les années suivantes, grâce à vous toutes et vous tous. Alors, monsieur le ministre. Quelques petits mots d'introduction, naturellement, pour ouvrir cette journée, cette première, qui est à marquer d'une croix blanche. Alors, Monsieur le Président, cher Hervé Novelli, Monsieur le Président d'honneur, je crois qu'on peut le dire, Monsieur Paul Dubrul, Monsieur le Directeur général, cher Christian, Mesdames et Messieurs les parlementaires, je vois que le groupe d'études de l'Assemblée nationale s'est mobilisé également. Je tiens à saluer les différents présidents de comités, Michel Bernard, le président du cluster, naturellement, vous toutes, vous tous, les professionnels de l'œnotourisme, du tourisme et du monde vitivinicole. Bon, comme vous le disiez, l'ancien sénateur de Chablis, d'Irancy et de Vézelay est ravi de pouvoir prendre part à ces premières assises nationales de l'œnotourisme. Nous en parlions avec Hervé parce que je me souviens bien de toute l'implication qui avait été la sienne lorsqu'il était dans ses fonctions. Et à l'époque, finalement, des assises de l'œnotourisme n'avaient pas forcément été imaginées. D'autres mesures structurantes, et on y reviendra, avaient été mises en place à la suite, naturellement, de l'action fondatrice de Paul Dubrul, et j'en redirai un mot. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui est un jour vraiment, je crois, très particulier. C'est une première, très clairement, c'est pas une dernière. Et on avait ce besoin, je crois, de se retrouver, de croiser les regards, de regarder nos expériences, de les partager, et aussi d'apprendre les uns des autres, très clairement. Alors, je dois vous dire que on a tous cette passion, naturellement, de nos territoires, de nos terroirs, du vin, de la viticulture. Nous savons que nous devons à la viticulture bien plus que de parfaits accords en bouche. Nos paysages ont été façonnés par cette culture de la vigne. On se souvient de Dubellay qui a consacré quelques magnifiques vers. Je crois, je me suis plongé ce matin justement dans ces quelques vers d'un vigneron à Bacchus, et je dois dire qu'il évoquait eh bien, l'humeur plantureuse de la vigne, et c'est vrai que à travers les différents terroirs qui sont les nôtres, les vôtres, je crois que nous exaltons effectivement cette passion. Alors, ma région, la Bourgogne, a cette chance de porter un nom qui résonne dans le monde entier comme celui d'une terre viticole, mais au-delà de nos régions, à chacun, la France tout entière a vraiment cette réputation ancrée, une réputation qu'on doit au travail des femmes et des hommes mobilisés au quotidien, un savoir-faire qui se transmet de génération en génération. J'ai encore pu le mesurer la semaine dernière chez Bicard Salmon. Et donc,
c'est donc vous, les professionnels du vin, que je souhaite en premier lieu saluer. C'est un trésor que vous faites vivre, que vous enrichissez très clairement par un patient labeur, et je dois dire que cela relève du travail véritablement d'artisans ou d'artistes. Et cette passion, eh bien, naturellement, elle est partagée par les élus, par les prestataires touristiques et surtout par les consommateurs. Et la passion du vigneron qui rencontre eh bien, le goût du consommateur, ça fait le no-tourisme, un terme d'ailleurs, cher Paul, que vous avez forgé, puisque à l'époque, lorsque vous étiez missionné, on parlait essentiellement de tourisme vitivinicole, et vous aviez trouvé que cette expression était un petit peu compliquée, et vous l'avez simplifiée de façon fort heureuse, et aujourd'hui, c'est autour de ce concept, très clairement, que se structure la réflexion et surtout l'action. Alors, aujourd'hui, je crois que les vignobles sont devenus des destinations touristiques à part entière. On estime, me dit-on, à 10 000 caves ouvertes à la visite, là où, à l'époque, en 2007, d'après le premier rapport, nous étions plutôt autour de 5 000. Donc on voit bien que s'il y a eu un doublement des caves ouvertes, c'est aussi que c'est devenu une préoccupation toujours plus largement partagée que de pouvoir développer cet œnotourisme. On évoque le chiffre de 10 millions de touristes par an qui sont, je dirais, attirés par cette dimension-là. Naturellement, je crois qu'une des propositions d'Hervé et du CSO sera peut-être d'affiner la dimension observatoire. En tous les cas, on sait que c'est une partie toujours plus importante des touristes qui sont naturellement, qui attendent ce type d'expérience, et notamment les touristes internationaux. On le sait, près d'1 sur 2 sont étrangers, plus souvent européens, nos amis belges, britanniques, néerlandais, allemands bien sûr, mais on le sait aussi des États-Unis ou de la Chine, où le vin est vraiment un élément de distinction sociale. Alors c'est pourquoi je crois que, quelque part, il y a une sorte de chaîne des décideurs publics qui s'est mise en place pour vous accompagner du mieux possible. C'était il y a un peu plus de 10 ans, Paul Dubrul, comme était son rapport, était à l'origine de la démarche. C'était en 2007, alors... Était-ce déjà l'effet du chasselas de Thomery à quelques encablés de Fontainebleau, ville dont vous étiez l'édile, que cela vous est apparu comme une évidence? En tous les cas, ce rapport de 2007, il a été fondateur, puisque 2 ans plus tard, avec Hervé, vous avez installé ce Conseil supérieur de l'œnotourisme. Et puis je dois dire que Paul Dubrul, non seulement il le théorise, mais il le réalise en acte, parce que j'ai cru voir que dans le Luberon, à la Cavale, vous avez également inauguré un très bel outil œnotouristique. Et donc, vous voyez, minute de pub terminée pour ce beau domaine. Vous mettez également en pratique, eh bien, vous vivez cette passion et vous n'en restez pas aux rapports. Ce sont des rapports qui sont mis en œuvre, ce ne sont pas des rapports qui restent dans des bibliothèques, contrairement à de nombreux rapports souvent remis au Parlement ou au gouvernement. Et donc, je crois que cela tient aussi eh bien, au caractère pugnace de mon prédécesseur, Hervé Novelli, qui a été particulièrement actif, et je veux le saluer pour son action d'hier et d'aujourd'hui, puisque si nous sommes aussi réunis aujourd'hui ici, c'est grâce à toute l'énergie qu'il a mise depuis plusieurs mois pour structurer la démarche, travailler une nouvelle feuille de route, ces 20 propositions que nous regarderons de très près, j'y reviendrai. Et puis, je peux en parler très librement, puisque ce label Vignoble et Découverte, dès que tu l'as mis en place, moi j'ai eu à cœur, en tant que président du Tourisme, d'initier la démarche dans le département de l'Yonne. Nous avons ainsi décroché le label pour le Chablisien, et j'ai pu voir tous les mérites de pouvoir se mettre tous autour de la table, de travailler ensemble, parce que on a des contraintes et des attentes parfois différentes entre vignerons, prestataires touristiques, élus territoriaux. Et là, il y avait véritablement un catalyseur. Et ça ne m'étonne pas que le label ait rencontré son public, son succès, avec pas loin aujourd'hui de 70 destinations labellisées. Et ça veut dire, je crois, que le fait de pouvoir partager des expériences demain dans une future structure fédérant tous les labels sera très positif,
Il y a quelques mois, vous en souvenez peut-être pour certains d'entre vous, on s'était retrouvés au Quai d'Orsay pour déjà avoir un premier échange. Un certain nombre d'entre vous sont retrouvés en marge de Destination Vignoble à Bordeaux il y a quelques semaines. Et ça permet très clairement de regarder ce que les uns et les autres font, de s'inspirer aussi des bonnes pratiques. Et puis, naturellement, cette action s'est poursuivie. Laurent Fabius n'était pas en reste avec la création du pôle d'excellence au ministère des Affaires étrangères, la feuille de route mise en place par Michel Bernard, le cluster onotourisme, le site Visit French Wine, naturellement mis en place avec Atout France, qui est un relais puissant. Et on en arrive aujourd'hui avec un président de la République, je peux vous le dire, qui est particulièrement mobilisé sur les enjeux de gastronomie au sens large, qui se tient à ce que la réputation française demeure celle de l'excellence, que nous ne nous fassions pas chipper cette marque de fabrique, cette identité par d'autres. Or, on le voit, il y a une concurrence des destinations qui est particulièrement féroce. Et c'est pourquoi nous avons eu des crédits supplémentaires pour pouvoir défendre et illustrer cette excellence française. C'est ce qui a permis de tenir ces assises, c'est ce qui nous permet de réfléchir à un très gros événement au mois de mars 2020, un véritable forum international de la gastronomie où, naturellement, le no-tourisme doit avoir sa place, toute sa place. Alors, vous allez, je pense, pointer un certain nombre de défis. Pour avoir rencontré le comité de pilotage et les CSO, je sais qu'il y a des attentes très fortes en matière de sécurité juridique. Et je tiens à dire que nous devons, nous, gouvernement, vous apporter des réponses très précises pour sécuriser des sujets comme les vendanges touristiques, pour qu'elles ne soient pas assimilées naturellement à du travail clandestin. Nous devons travailler ensemble à cette compétitivité parce que j'ai bien lu les tweets un peu rageurs du président Trump sur nos exportations de vin, mais je tiens à lui dire, et nous tenons tous à lui dire, qu'on est bien déterminés à continuer à être naturellement toujours à la pointe, le premier pays exportateur de vin au monde et le premier pays importateur de touristes amateurs éclairés de vin. Et c'est vraiment, je crois, notre charge. Alors, on est conscient du travail qui peut rester à accomplir. Encore une fois, cette concurrence, on voit nos voisins italiens, espagnols, très organisés, avec un certain nombre de sites qui sont de véritables gestes architecturaux. Mais nous ne sommes pas en reste. Je dois dire que pour celles et ceux qui ont fait Destination Vignoble et ont pu s'arrêter à la Cité du Vin, on a vu également combien ce magnifique site désormais avait sa place dans les sites qui accueillent plus de 1 million de visiteurs par an. Donc c'est vraiment considérable. Et les projets fourmillent. J'évoquais Reims, je pourrais parler de Beaune, mais bien d'autres sur tous vos territoires. Et donc, on a besoin de développer des expériences qui sont uniques. Vous le savez, c'est une trivialité que de le dire, mais je sais que vous y travaillez d'arrache-pied. Peut-être un petit mot sur la durabilité, puisque je crois que notre secteur du tourisme, il est aussi maintenant... très clairement, on a le consommateur qui souhaite la preuve que nous soyons respectueux de l'environnement, des cultures, des populations. Il y a une demande de séjour authentique, responsable, proche de la nature. Eh bien, tout cela, moi, me conforte dans l'idée que la déconcentration des flux qu'on appelle de nos voeux, parce qu'il faut que tous les territoires, naturellement, soient irrigués par cette manne touristique, eh bien, ça passera aussi par les coteaux de nos vignobles. Très clairement, nous avons cette chance d'avoir une France et de nombreux territoires vitivinicoles. Jouons cette carte-là pour contribuer, encore une fois, à la déconcentration de ces flux. Alors, tout cela se conjugue naturellement avec la promotion d'une consommation raisonnable. Je crois que c'est Dali qui disait « Qui sait déguster ne boit plus jamais du vin, mais goûte des secrets ». Eh bien, effectivement, nous sommes totalement dans cette lignée-là. Très clairement, moi, je pense que le no-tourisme, c'est une chance pour mieux consommer. Et vous le savez, si Jules César disait « pas de vin, pas de soldats », aujourd'hui on va dire « pas de vin, pas de touristes ». Et donc c'est pour dire combien effectivement votre action elle est indispensable pour que nous puissions collectivement atteindre les objectifs qu'on s'est fixés, ceux d'avoir 100 millions de touristes internationaux en 2020, c'est dans 2 ans. La marche est haute,
mais je pense que grâce à la créativité, à l'inventivité, aux très beaux produits que vous proposez, on peut y arriver. Et puis aussi, on se plaint toujours de ne pas avoir suffisamment de recettes, c'est que les touristes dépensent plus, et ça veut dire, eh bien, de ce point de vue-là, que vous proposez aussi de quoi étoffer ce panier moyen, ce qui nous permettra, après, en principe, on l'espère, 57 milliards de recettes internationales en 2018, d'aller au cap des 60 milliards d'euros. Alors cette journée, très clairement, moi je ne la prends pas comme un point d'arrivée, elle est clairement un point de départ, et peut-être vous donner quelques éléments de méthode pour qu'on puisse continuer avec la même flamme, la même ferveur que celle qui vous anime. Je pense que nous devons travailler avec les régions à décliner ces assises nationales au niveau régional, que puissent se tenir des assises régionales, qu'on puisse convaincre celles et ceux qui ne sont pas encore dans la démarche d'y adhérer, d'y aller, de trouver les raisons naturellement d'espérer. Et puis, je pense qu'il est important pour que vous ayez des réponses concrètes face aux préoccupations concrètes qui sont les vôtres, que vous allez remonter aujourd'hui et que le CSO parfois a d'ores et déjà pris en compte dans ses recommandations, et bien que on ait des clauses de rendez-vous régulières. Vous savez, le Premier ministre, 2 fois par an, il ouvre le capot, il met les mains dans le moteur, c'est le comité interministériel pour le tourisme. Moi, je suggère que, en amont du CIT, à chaque fois, systématiquement, nous puissions nous réunir avec le CSO et ainsi faire le suivi des propositions, de la mise en œuvre des propositions en interministériel, de telle sorte que, au CIT qui suit, s'il y a besoin de trancher, s'il y a besoin d'arbitrage, on soit là pour faire des propositions au Premier ministre. Et donc, on avance. Ça veut dire que le sujet, il n'est pas mis sous le tapis. Quand il y a des problèmes, on les regarde en face. On y apporte des solutions, parce je crois que c'est notre responsabilité d'apporter des solutions pratico-pratiques qui vous permettent d'exercer vos activités économiques dans les meilleures conditions. Et donc, voilà la méthode que je vous propose pour que nous continuions à rester ces champions du monde du tourisme. Cela mérite du labeur, mais je crois qu'il y a l'enthousiasme et l'énergie. Alors, merci pour tout ce que vous faites, et puis, vive le tourisme!